De retour sur la sellette avec ce podcast épisode 14, je suis votre hôte. J'espère que tout le monde va bien. J'ai le sentiment que mon compte et les personnes qui le suivent sont un peu plus de bonne énergie. Les gens semblent être un petit peu plus positifs quant à la situation dans son ensemble. J'espère que c'est le cas pour vous et là où vous vous trouvez. C'est bien sûr le cas moi où je me trouve personnellement. J'espère que tout le monde apprécie simplement les choses qu'ils ont, même les choses qui ne sont pas très bonnes pour vous. Dites-vous que nos corps fonctionnent encore. Vous savez que nous avons de la nourriture, de l'eau, un abri, ce que beaucoup de gens n'ont pas. Donc c'est toujours bien d'y penser. Même si les choses vont mal en ce moment, nous avons toujours la capacité de lire et de rechercher en ligne tout ça, d'élargir nos connaissances, d'utiliser le temps à bon escient pour nous instruire, améliorer notre santé et aimer. Vous savez que nous ne sommes pas dans une zone de guerre. Nous n'avons pas à craindre qu'une bombe nous tombe sur la tête, ce qui est malheureusement la réalité de certaines personnes. Alors parfois il est bon d'y penser dans ce sens et juste que vous appréciez chaque jour les choses que vous avez et soyez heureux pour elles. Plus vous voyez, valorisez et enregistrez des choses que vous avez beaucoup de chance d'avoir, plus vous savez que cela cultive en quelque sorte ce sentiment de bonheur et d'apprécier tout ce qui se répercute sur votre humeur en général. Vous savez qu'il est difficile d'être déprimé et bouleversé par certaines choses si vous regardez au-delà de vos plantes de balcon. D'ailleurs, j'aimerais m'acheter beaucoup des plantes pour bientôt. Elles me fournissent de l'oxygène, c'est tellement cool. Et puis ça fait toujours une petite activité où tu réfléchis à rien à part elles. Je trouve également que ça te responsabilise en fait. Si tu les entretiens pas, elles vont mourir comme toutes les relations, connaissances ou autre chose de la vie. Mais alors, comment je peux toujours sortir et ne pas avoir à m'inquiéter pour ma sécurité? Tu sais, tu vois toujours des amis et encore, certaines personnes n'ont pas d'amis du tout. Donc tu sais, je me dis que ça pourrait toujours être pire en fait de n'importe quelle situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce n'est pas comme de la motivation, mais comment dire? On peut toujours améliorer les choses sans être forcément trop pessimiste, c'est vraiment pas bon pour vous. Il y a de nombreuses raisons d'être heureux et ça vous fait pas du bien d'être toujours inquiet ou bouleversé par les choses en général alors que vous pourriez être reconnaissant pour ce que vous avez. C'est la seule façon d'être vraiment plus léger émotionnellement, à mon avis. Il y a un peu d'ailleurs une mauvaise réputation auprès de cette philosophie de vie, de voir les choses plus simplement, un peu comme le stoïcisme qui est devenu une sorte de mème de motivation. Oh ouais, d'ailleurs, j'y pense. Lisez d'ailleurs les méditations de Marc Aurèle. C'est un excellent livre qui s'intitule justement Les méditations de Marc Aurèle. Honnêtement, c'est le cas. C'est l'un des premiers livres que j'avais lu sur le stoïcisme et il résume très simplement et avec justesse le stoïcisme et ce genre d'état d'esprit et de domaine de la philosophie. Je peux donc comprendre pourquoi cela a été mémorisé et recommandé à tout le monde comme un tremplin pour se lancer dans les choses si vous voulez vous développer, vous savez, lire la philosophie et ce genre de choses. C'est tellement bon et c'est juste cool d'une certaine manière parce que vous lisez et mec, c'est littéralement des mots, enfin peut-être pas littéralement, vous savez, des traductions, tout ça. Je suis sûr qu'il manque quelques mots ou des phrases incorrectes, mais l'essentiel reste le même. Ce sont ces idées principales et je suis sûr que pour la plupart c'est vraiment exact. Vous savez, par exemple, juste d'être capable de voir la sagesse et les erreurs d'un grand empereur romain de l'ancien temps et ce qu'il a appris de sa vie, rien qu'en ouvrant un livre, ce qui est largement accessible à tout le monde d'ailleurs, c'est une connaissance tellement intéressante, rien que d'un point de vue différent, juste pour ce facteur nouveau, j'aime lire des livres plus anciens parce que les temps ont changé justement, et c'est un petit peu comme lire les anciens chapitres de sa propre histoire en fait. Mais les gens sont à peu près les mêmes. Ils ont encore eu de la trahison, de la jalousie, ils sont toujours inquiets, ils sont toujours stressés. Les grands facteurs restent toujours les mêmes. Nous avons les mêmes problèmes et ils écrivent sur ces problèmes ou leurs solutions ou leur façon de penser, les choses qui peuvent vraiment être juste un petit téléchargement de nouvelles informations dans lesquelles vous voyez le monde et c'est assez digeste comme un livre. Globalement, vous n'êtes pas obligé de le lire d'un bout à l'autre pour vraiment en tirer les conclusions ou quelque chose, car il s'agit de sujets variés. Vous pouvez lire un chapitre ou une section puis vous pouvez clairement regarder le contenu dans son ensemble, même si évidemment je recommande de lire le livre en entier. Mais si vous voulez juste y aller, plongez-vous, lisez quelques livres, quelques pages surtout. Et puis ce qui est amusant, c'est juste de le faire avant de vous coucher, une petite lecture de 10 minutes ou quelque chose du genre. Passez simplement près de votre table de chevet une petite lumière du style une petite bougie ou quelque chose comme ça. Ne dormez surtout pas avec de la lumière électrique, pas de grosses lampes juste avant de vous coucher. Évidemment, je recommande de ne pas avoir de lampes fluorescentes, évidemment ce sont les pires. Mais la lumière des bougies peut vraiment vous endormir et vous calmer si vous faites quelques étirements, que vous faites un petit peu de lecture avant de vous coucher. J'espère que vous regardez pas la télévision juste avant de vous coucher aussi, vous savez, la lumière bleue, tout ça. Si vous essayez de faire les choses avec des bougies, vos yeux s'adaptent et vous vous sentez tellement plus fatigué, plus vite en faisant ça. Ça change vraiment la donne. Je l'ai fait récemment. Les lumières des salles de bain tard, la nuit, ça vous affecte vraiment, c'est pas naturel et je me sens vraiment mieux en faisant ça. Alors essayez toujours de faire ça avec des bougies. 10 minutes de lecture avant de vous coucher, tout le monde peut faire ça. Peut-être que tu trouveras une idée à laquelle tu réfléchiras avant de t'endormir.
C'est aussi assez relaxant, vous savez, vous êtes en quelque sorte concentré, mais pas vraiment, donc c'est une concentration relaxante et ensuite tu vas te coucher. Les méditations aussi, pour le coup, c'est bien, ça améliore de fou ta concentration. Avant, je passais 3 minutes à méditer, puis mon esprit divaguait, et maintenant j'arrive à me concentrer sur une seule et même chose pendant 30 minutes. Alors qu'est-ce que je contrôle? Mes pensées, mes actions, c'est donc la seule chose dont je peux vraiment ou je devrais m'inquiéter d'une certaine manière. Tout ce qui est extérieur à vous, vous ne le contrôlez pas. Et si vous basez votre bien-être émotionnel sur quelque chose que vous ne contrôlez pas, vous savez, l'opinion des autres à votre sujet ou sur des choses qui se produisent dans votre vie, si vous vous concentrez uniquement sur ce qui vous arrive, vos actions, vos pensées et vos mots, ça vous permet de façonner le monde, du moins votre monde à vous. Par exemple, posez-vous la question, puis-je faire quelque chose à ce sujet? Si je peux, cool, faisons-les, progressons, faisons un plan, faisons quelque chose. Mais si vous ne pouvez rien y faire, ne vous inquiétez littéralement pas. Comme si c'était complètement inutile de s'inquiéter de quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle. Vous savez, peu importe ce que ce type va penser de vous, si je dois être contrarié par l'opinion de tout le monde à votre sujet, cela va simplement entraîner beaucoup de stress et d'inquiétude et c'est vraiment pas nécessaire. Pour revenir un petit peu sur Marc Aurèle, du coup, c'est un grand empereur romain. Il a évidemment vécu beaucoup d'épreuves en tant qu'empereur romain, d'alliances politiques, de citadins inquiets et de responsabilités. Il a donc vécu beaucoup de choses et il a appris beaucoup également. Les Méditations de Marc Aurèle n'est donc que le titre de son journal qu'il a écrit au cours des dernières années de sa vie. Alors je vais juste vous lire quelques petites citations. Si vous êtes bouleversé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même. Mais selon votre estimation, vous avez le pouvoir de révoquer à tout moment. Alors, décomposons peut-être cela un peu. Vous êtes bouleversé par tout ce qui est extérieur à vous. La douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ce que l'on en pense. Donc, deux scénarios différents. Vous retournez à votre voiture et vous voyez par exemple qu'un oiseau a chié sur le pare-brise. La première personne dit: «Oh, cet oiseau est tellement ennuyeux, oh, maintenant je vais devoir tout nettoyer, c'est tellement chiant, ça m'arrive toujours.» Vous savez, ils sont en colère, ils sont bouleversés. Ils voient cet oiseau et ils disent: «Ah, ça m'arrive toujours à moi, c'est toujours sur ma voiture, le monde est tellement méchant contre moi, c'est toujours moi, bla 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 bla.» Et le deuxième gars voit la même chose sur sa voiture et va bien tout simplement. Il se dit: «Dommage, j'ai pas eu de chance, je nettoierai ça demain.» Et il continue sa journée. En fait, la première personne vous fait savoir qu'elle est tellement offensée que la même chose s'est produite dans la vraie vie, mais la réaction que vous en estimez est ce qui cause en fait votre stress et votre estimation de la chose. Vous pouvez la modifier à tout moment en fait. Vous avez clairement le pouvoir de le révoquer à tout moment. Les choses se passent à l'extérieur de vous et ensuite le stress vient de votre interprétation. Tout est dans votre tête. C'est de là que vient la dissonance. Le stress que vous ressentez en fait et qui vous inquiète est basé sur votre prédiction future ou sur la dissonance entre ce que vous pensez devoir arriver et ce qui se passe dans la réalité. Logiquement, ça n'a aucun sens de s'inquiéter et de stresser à propos de quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas encore arrivé et qui n'arrivera probablement pas. C'est juste que cela n'a pas de sens pour moi et c'est le genre de base du stoïcisme que s'il se passe quelque chose qui vous bouleverse, quelque chose se passe, mais vous choisissez d'être contrarié d'une certaine manière, et parce que vous avez choisi entre parenthèses d'être contrarié, vous pouvez choisir également de ne pas être contrarié par cela. Les méditations de Marc Aurèle parlent aussi un peu de la nécessité d'apprécier davantage les choses. Voici donc une autre citation. Lorsque vous vous levez le matin, pensez à quel privilège c'est d'être en vie, de penser, de jouir, d'aimer. Rien que cela, que nous pouvons nous réveiller, que nous sommes vivants, espérons-le relativement en bonne santé, que nous existons même sur cette planète en ce moment et que les chances que tout se passe au point où vous êtes né et vous vivez ici, vous avez des amis, vous avez de la famille que vous pouvez aimer et des expériences que vous pouvez partager, comme cela seul à un niveau de base suffit pour être apprécié. Et puis en plus, on est beaucoup, tu sais, à être libre, on peut profiter des choses qui seules suffisent pour être heureuse et reconnaissante, donc c'est bien que quand tu te lèves le matin, tu penses que c'est vraiment un privilège d'être en vie et à profiter d'aimer. Notre vie est tout simplement ce que nos pensées en font. Cela s'explique par lui-même. Deux personnes différentes peuvent vivre la même vie en fonction de la façon dont elles l'aperçoivent, comme elles y pensent, comment elles la définissent. L'un pourrait être un homme heureux, l'autre pourrait être un homme triste. Et vous savez, je juge absolument pas les gens qui n'ont pas eu vraiment ce déclic. C'est ok de voir les choses comme on veut car c'est un choix. Une autre citation encore, vous avez toujours la possibilité de ne pas avoir d'opinion. Il n'est jamais nécessaire de s'énerver ou de troubler votre âme à propos de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ces choses ne demandent pas à être jugées par vous. Laissez-les tranquilles. Je pense donc que c'est un peu pertinent aujourd'hui à l'ère des médias sociaux, de Twitter et autres, et du cycle constant de l'information, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si quelque chose se produit, vous savez, un événement politique ou quoi que ce soit d'autre, vous n'en avez pas besoin en fait. Nous n'avons pas besoin de l'opinion de tout le monde sur chaque sujet et vous n'avez pas besoin d'avoir cet ordre du jour ou de faire des commentaires et de vous troubler l'esprit en réfléchissant à ces choses-là. J'aimais d'ailleurs quelque chose qu'un ami, un frère, m'a mis en lumière récemment, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de personnes parlent mais personne n'écoute.
Et en soi, écouter les personnes sans répliquer n'est pas une forme de faiblesse, de déni ou d'hypocrisie. Ne vous sentez pas justicier ou quoi que ce soit. C'est ok d'écouter et d'être simplement apaisé et sans opinion, ou du moins de garder les vôtres de côté, car encore une fois, vous pouvez contrôler ce que vous dites. Et cela ne veut pas dire ne pas participer à votre société. Et vous savez, je veux pas penser aux problèmes, parce que certains problèmes pourraient vous affecter. Pensez-y, mais ne laissez pas vous affliger pour cela. Et ne restez pas debout des heures tard dans la nuit en pensant «Oh, ces gens sont tellement ennuyeux». Faites ce que vous pouvez, et peut-être soyez actif au niveau local, politiquement, si cela vous intéresse. Mais ne passez pas des heures à méditer sur toute la tragédie et le malheur du monde auquel nous sommes constamment connectés. Nous savons que des choses horribles se passent à l'autre bout du monde, dans un petit village, en cas d'attaque, mais il est préférable de ne pas s'inquiéter de chacun d'entre eux à cause de cet hyper-stress qui vient du fait d'être constamment dans un état d'excitation négatif et d'hystérie animale. En fait, on fait que de se dire «Oh, c'est terrible ce qui s'est passé là-bas», vous savez, à l'époque de notre village et lorsque nous n'étions pas branchés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais nous entendions parler des mauvaises choses qui se passent autour de nous, et cela nous concernait, mais nous n'étions pas troublés par les événements dans le monde autant que maintenant, je trouve. Et je pense que c'est pas bon d'être constamment devant la télé si vous regardez les informations tous les soirs parfois. Mes colocataires ou mes parents diffusaient des informations pour le dîner ou quelque chose du genre, et à chaque histoire, il y avait toujours quelque chose de négatif et axé sur le mal, alors que rien de tout cela ne vous affecte vraiment la plupart du temps en fait. Vous avez l'impression d'être responsable en fait de quelque chose dont vous ne l'êtes absolument pas. Il est donc bon de faire cette distinction et de peut-être prendre du recul par rapport à certaines des choses, de se détendre un peu, car c'est pas bon d'être dans cet état tout le temps. Une dernière citation des méditations de Marc Aurèle: la vie n'est ni bonne ni mauvaise, mais seulement un lieu pour le bien et le mal. Cela signifie tout simplement donc que la vie n'est pas une vie. Il y a personne derrière les ficelles qui complote contre vous en fait. Oui, des choses peuvent vous arriver, des choses horribles, et je ne minimise pas les événements tragiques qui peuvent arriver aux gens, mais les petites choses qui vous arrivent, personne ne s'en prend à vous. La vie n'est pas mauvaise, mais il existe des actes bons et mauvais que les gens commettent dans cette vie. Donc les principaux points à retenir du livre, je suppose, sont que je recommande aux gens de l'acheter et de le lire. C'est une bonne chose de l'avoir, je pense, sous forme de copie physique, de la remettre à votre enfant lorsqu'il aura peut-être 13 ans ou quelque chose du genre. Vous voulez essayer de lui présenter un peu ce type de lecture un petit peu plus philosophique peut-être. Je pense que c'est bien d'inculquer ces valeurs le plus jeune possible. Je sais que certaines écoles organisent un cours de méditation où elles introduisent simplement le concept du soi, de l'ego, le concept selon lequel des pensées vous viennent à l'esprit en fait. Vous n'êtes pas vos pensées si vous êtes un enfant. Ils se mettent en colère contre certaines choses, mais ils ne savent pas nécessairement pourquoi, ni ne conceptualisent qu'ils ont la possibilité de ne pas agir avec colère. Ils peuvent ressentir la colère, et une fois que vous en parlez à quelqu'un ou que vous enseignez à quelqu'un, vous réagissez à cette pensée de colère qui vous vient à l'esprit. Mais vous n'avez pas besoin d'être en colère et tout ça. Vous pouvez simplement le reconnaître. Oh, pourquoi cette pensée m'a-t-elle mis en colère? Et dès que vous vous dites, oh, c'est une pensée qui m'a mis en colère, je suis pas vraiment en colère en fait, c'est juste une pensée de colère qui s'est produite, vous avez alors le pouvoir justement de ne pas ressentir ça. Parce qu'en fait, tu vas tout simplement te dire, pourquoi est-ce que ça m'a mis en colère? Et en fait, en remettant cela en question, et dès que vous remettez ça en question dans votre tête, c'est comme s'il perdait en fait tout son pouvoir, toute sa crédibilité en fait, il perdait son emprise sur vous et votre conscience. Je pense donc que présenter cela à des enfants plus jeunes serait super, une bonne idée en tout cas. J'ai pas d'enfants évidemment, je sais pas ce que ça fait d'être parent, mais je trouve ça vraiment cool d'expliquer ça tôt à des ados. Donc oui, de son vrai nom, Marcus Aurelius Méditation est un peu un mème dans le domaine du développement personnel, mais bon, quand même c'est un bon premier type de lecture je trouve si vous voulez vous plonger dans cette vie et essayer d'améliorer un peu votre état d'esprit. J'en profite pour boire un petit coup et vous rappeler que j'ai fait quelques pompes en poirier avant le podcast. Je sais pas super bien encore les faire, mais ça vient. J'aime de plus en plus faire des exercices de poids du corps, je trouve ça incroyable, surtout pour la mobilité que ça procure. Apparemment, les poiriers sont bons pour la glande thyroïde. Je sais pas comment ça marche vraiment, mais sûrement quelque chose à voir avec le flux sanguin là-haut. Si cela vous intéresse, si vous avez des problèmes de thyroïde, jetez-y un coup d'œil également. Et nous allons donc répondre à quelques questions maintenant sur des sujets que j'ai reçus des auditeurs et gardés en réserve. Alors, première question. Peux-tu parler de ce qui rend un homme attirant dans le prochain podcast? Donc qu'est-ce qui rend un homme attirant? Ben, tout d'abord, évidemment, vous avez votre apparence esthétique, en partie déterminée par comment vous traitez votre propre corps et comment vous prenez soin de vous, comment vous vous habillez, comment vous vous toilettez. N'importe qui peut passer de entre guillemets laid à entre guillemets attirant en se soulevant comme un mec, en mettant un petit peu de muscle, en diminuant la graisse corporelle. Ça change aussi souvent la forme de votre visage. Lorsque vous augmentez naturellement votre taux de testostérone, vos traits changent d'une certaine mesure. Tant que vous êtes, vous savez, des personnes en bonne santé et que vous avez l'air attirante, que si vous prenez soin de votre corps, justement, que vous mangez bien, que vous diminuez votre stress, le stress conduisant évidemment au vieillissement, et vous savez, si vous plissez toujours les sourcils, vous êtes contrarié, les rides qui viennent, etc.
Alors prenez soin de vous, bronzez, juste avoir l'air en bonne santé, s'hydrater pour que sa peau soit belle, s'habiller bien, s'habiller à sa taille. Quand vous allez un peu plus à la salle de sport, prenez juste un joli t-shirt noir, je trouve que c'est bien. Je mets souvent mon t-shirt Jon Snow ou celui de la boxe souvent. Tant que vous prenez soin de vous, les vêtements n'ont pas vraiment d'importance. Vous n'êtes pas obligé de dépenser des sommes considérables. Vous savez, moi je m'habille souvent avec des t-shirts noirs unis ou avec des petites références que j'aime bien et souvent des shorts très simples aussi de couleur unie. Vous pouvez obtenir en fait vos bases de vêtements simples et vous aurez meilleure mine que quelqu'un portant des vêtements de marque qui ressemblent complètement à de la merde ou mange comme de la merde et peut-être qui ne fait pas d'exercice. Donc vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour vous rendre attirant, je trouve, mais procurez-vous des vêtements basiques de bonne qualité et puis prenez soin de vous et de votre toilette. Obtenez une coupe de cheveux qui convient à votre visage, idem pour la barbe si vous en avez une. Vous savez, avec toutes ces petites choses, vous pouvez augmenter votre attractivité qui n'est pas liée à la génétique. Et puis bien sûr, l'autre côté de ce qui rend un homme attrayant, je pense, c'est la façon dont vous vous comportez traditionnellement. Évidemment, les qualités qui rendent les femmes au moins biologiquement attirées, le niveau de domination sociale que vous avez, un petit peu le mâle au sommet, vous savez, le roi de la tribu, généralement le plus fort, le plus dominant techniquement, a souvent attiré le plus de femmes, du moins historiquement. Mais maintenant, vous savez, les mêmes qualités viennent d'être modernisées, on n'en est plus justement au chef de la tribu. Mais alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, je pense, que vous n'avez pas besoin d'être arrogant, mais que vous devez avoir confiance en vous, dans ce que vous faites et être heureux de qui vous êtes. Je pense que c'est essentiel pour être attrayant pour les gens en général, pas seulement les filles. En tant que gars, vous savez, le gars qui est heureux dans sa peau, heureux là où il est dans la vie, a une bonne attitude et sourit et semble juste, vous savez, faire de son mieux dans la vie pour aimer, aider et en profiter. C'est très attirant pour les gens parce que vous savez, cela signifie ou signale inconsciemment que vous vous débrouillez bien dans la vie et peut-être que vos gènes vous permettent de bien faire ou de réussir dans cette vie qui inconsciemment est attirant pour les femmes, ce qui se traduit par votre confiance et la façon dont vous semblez vous comporter. Je pense qu'avoir son propre but est attirant pour les filles. C'est pourquoi les artistes, les gars comme ça, ont tendance à avoir des filles. C'est parce qu'ils sont concentrés sur leur métier et leur émotivité et qu'ils ont de la passion pour la vie, la passion pour ce qu'ils aiment, ce qu'ils créent, sont très attirants chez un homme. Prendre des mesures pour s'améliorer est donc la première étape à tout égard. Je pense que si quelqu'un fait ça, il devient simplement plus attirant en général, et pas seulement physiquement, mais socialement attrayant. Vous avez tendance à vous faire plus d'amis une fois que vous faites ces choses, et que vous êtes social, et que vous n'êtes pas négatif, et tout ça. Donc avoir un réseau plus large dans lequel vous avez la possibilité de rencontrer des gens, des filles, et aussi ces liens sociaux si vous connaissez des gens, c'est aussi attirant chez un mec. Être drôle aussi, cela sous-communique peut-être un petit peu l'intelligence. Vous pouvez être peut-être un petit peu plus spirituel aussi, vous pouvez simplement vous amuser avec la vie, ce qu'elle communique. Prenez pas la vie trop au sérieux, du moins pas d'une façon cynique en fait. Personne ne veut être avec un gars qui dit toujours «Oh c'est ennuyeux» ou «Oh ça c'est nul». C'est négatif d'être là et en termes de partenaire, c'est pas du tout attrayant. Vous allez limite en fait perdre des gens en faisant ça. En fait, même si vous êtes dans une situation de merde, le fait que vous soyez drôle, vivant, que vous enchaîniez les blagues, que vous soyez vraiment vivant en fait, vous savez, ça rend les choses plus amusantes et les filles veulent s'amuser en règle générale. Tout le monde veut s'amuser, donc ça peut suffire. Ne soyez pas cynique, amusez-vous simplement en général, les gens semblent aimer ça. Une autre chose que peu de personnes comprennent, c'est ne mettez certainement pas les filles sur un piédestal. Ne mettez personne d'ailleurs sur un piédestal. Mais il y a comme le dicton dit en fait, une fois que vous mettez une fille sur un piédestal, elle n'a d'autre choix que de vous mépriser. Et cela signifie simplement de les traiter comme des êtres humains. C'est bizarre d'être avec quelqu'un qui vous supplie et qui exagère pour être gentil avec vous. C'est écœurant d'une certaine manière. Tout le monde a vécu ça à un moment donné. Vous voulez quelqu'un qui a confiance en lui, qui est heureux d'être seul et de profiter de la vie, mais qui veut aussi simplement partager cela avec quelqu'un. Je pense que c'est le meilleur endroit pour être ou trouver une relation. Les meilleures relations sont celles où les gens sont heureux par eux-mêmes. En fait, vous dépendez de personne d'autre pour votre bonheur et vous avez des valeurs similaires. Vous ne devez pas nécessairement avoir le même intérêt parce que vous avez vos propres petits passe-temps et groupes d'amitié et vous voulez pas que tout soit pareil dans les relations. En fait, lorsque vous mettez les femmes sur un piédestal ou que vous les voyez comme quelque chose de mystique ou magique, c'est déjà très mauvais, je trouve. Un peu comme les vieux monsieur dans les films qui vous sortent «Ah les femmes, vous savez, ah les femmes c'est compliqué», qui le disent un peu sur un ton comme si c'était quelque chose d'au-dessus en fait. Les femmes ne sont pas au-dessus de vous, et bien sûr vous n'êtes pas au-dessus d'elles non plus d'ailleurs. Une femme ressent les choses très rapidement lorsque ça cloche. Donc si elle sent qu'en fait que vous êtes trop mielleux, que vous vous attachez trop vite à elle, que vous êtes trop dépendant d'elle, que vous ne voulez absolument pas la froisser quitte à dévier vos valeurs et opinions, elle va le sentir automatiquement. Vous savez, lorsque vous appréciez tous les deux, vous vous poussez mutuellement. Cela ne peut pas vraiment arriver à moins que vous ne concentriez d'abord sur vous-même et que vous travailliez sur vos propres affaires. Il est attrayant pour quelqu'un d'être au top de ses propres hobbies et travail, je trouve.
Vous savez, en fait, cela sous-communique un peu votre maturité ou quoi que ce soit d'autre. Cela peut être fait pour vous améliorer, en fait, tout simplement, pour vous rendre plus attirant auprès des filles, ainsi que sur le côté esthétique, sur lequel vous avez un énorme impact. Vous pouvez également avoir un impact énorme grâce à un effort conscient. Donc toutes ces choses sont sous votre contrôle. Alors ne soyez pas, vous savez, comme oh je suis moche, oh je suis jamais avec les bonnes filles, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire plus simplement pour vous améliorer. Lorsque vous vous améliorez, de bonnes choses arrivent et les filles aiment ça aussi. Donc voilà, j'ai légèrement survolé le sujet en vous donnant quelques pistes, car le sujet de l'attirance et des relations hommes-femmes est un gros sujet où je pense que je pourrais en faire un podcast entier, mais j'espère que cela vous a déjà un petit peu aidé pour être plus attrayant socialement parlant. Question suivante. Quel est le point de vue sur la violence et quand est-elle nécessaire et comment réagiriez-vous face à une insulte publique ou un harcèlement verbal? J'aime beaucoup ces questions, plutôt différentes d'ailleurs. Donc, quel est votre point de vue sur la violence et quel est votre point de vue sur la violence et quand est-elle nécessaire? Je pense que cela n'est nécessaire que lorsque toutes les autres options ont été épuisées et lorsqu'il existe un danger pour vous ou les personnes qui vous entourent si vous n'utilisez pas une certaine forme de violence physique. Par exemple, il est évident que la retenue est toujours bien. Le mieux serait que, en parlant de mecs fous dans la rue, vous les reteniez peut-être plutôt que de se battre. Même si c'est pas toujours le cas, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et bien sûr, la violence à plus grande échelle étant la guerre, je suis évidemment contre toutes les guerres, à moins qu'elles ne soient inévitables. Je sais que l'inévitable est en quelque sorte le choix de faire la guerre ou non, mais ce n'est pas bon à plus grande échelle. Je pense pas que ça marche rarement correctement. C'est juste une chose horrible en général, mais la violence à une échelle plus petite, cela n'en vaut jamais vraiment la peine. Maintenant, à notre époque, avec la réalité des choses, qui est la violence justement au hasard dans la rue, j'ai vu ça arriver de toute façon, comme je travaille comme réserviste quelquefois pour la gendarmerie, donc j'ai vu pas mal de violence physique. Les gens sont ivres à 2 heures du matin, c'est là qu'on trouve le plus de violence. Et j'ai vu aussi un gars recevoir des coups, se relever, tomber, se cogner la tête, et maintenant il est en état de mort cérébrale. J'ai même vu des gens avoir des blessures très graves dans ma jeunesse lorsque j'étais dans le 20e arrondissement de Paris, plus communément appelé GTA pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, hein. Donc il y a de fortes chances que vous puissiez tuer quelqu'un lorsque vous frappiez quelqu'un, parce que vous avez l'impression qu'il a insulté votre ami ou que vous avez une sorte de code d'honneur à respecter. Alors oui, jusqu'à un certain point, si, comme je l'ai dit, si vous ou tes amis sont en danger dans le monde d'aujourd'hui, bien sûr, tu sais, fais ce que tu peux et ce que tu dois pour sortir de cette situation, mais la meilleure option est toujours d'être le premier à agir et d'y aller, mais essayez de désamorcer la situation si vous pouvez. C'est toujours mieux que de l'intensifier. Pour avoir fait des sports de combat et malheureusement aussi quelques combats de rue un peu idiots dans ma jeunesse, l'une des règles les plus fondamentales est de ne pas se battre. La violence physique est toujours le dernier recours. Cela n'en vaut jamais vraiment la peine. Il y a toujours possibilité que vous blessiez quelqu'un ou que vous soyez également blessé. On ne sait jamais si quelqu'un a un couteau ou une arme à feu. C'est juste que vous ne le faites jamais car les gens qui sont prêts à entrer en confrontation avec vous sont généralement ceux qui iront trop loin et n'ont pas de belle vie vers lesquelles retourner. Donc ils s'inquiètent pas, vous savez, de poignarder quelqu'un dans un moment de passion alors qu'il est ivre dans une boîte de nuit à cause d'une altercation stupide au cours de laquelle vous avez croisé quelqu'un. Ce sont tous des moments de colère éphémères où se trouve la majorité de la violence qui se produit dans le monde d'aujourd'hui. Donc ce n'est vraiment nécessaire que lorsque d'autres personnes vont être blessées ou toutes les autres fois où tu peux devoir venger ton code d'honneur ou ça, c'est pas bon dans la plupart des situations. Mais pour conclure cette question, tout de même, vous savez, la masculinité est pour moi quelque chose qui représente la protection. Vous êtes un peu le bouclier physique et mental de vos proches, de votre famille et de votre couple. Et il ne faut pas nier qu'il y a du mal et des mauvaises personnes dehors. J'invite donc tout le monde ici à prendre des cours de sport de combat. Non seulement cela vous permettra de vous défendre vous et vos proches, mais aussi de mesurer et connaître votre force afin de ne pas créer de drame. Et puis, c'est toujours un bon moyen de se dépenser et de se discipliner. Donc, comment réagirais-je face à une insulte publique ou un harcèlement verbal? Cela revient donc au stoïcisme, dans le sens où les gens peuvent essayer de vous offenser, mais comme je vous ai dit, vous pouvez décider de ne pas vous offenser en fait. Donc, le nombre de fois où j'ai été traité d'idiot ou insulté et maltraité par des gens simplement pour des broutilles, la quantité d'insultes que j'ai reçues, que ce soit dans des soirées ou même en étant gendarme, vous apprenez en fait à l'ignorer. Je l'ai presque enseigné comme un jeu en fait. Vous essayez de les faire rire et de l'accepter comme si j'essayais juste de faire mon travail, vous savez. Les gens peuvent t'insulter, te traiter de putain d'idiot, tout ça, et tu as le pouvoir d'être bouleversé et d'être en colère et de dire oh non mec, tu n'aurais pas dû dire ça contre ah ouais, ok, cool, sympa, je suppose que je suis un connard. Ces attaques verbales, en fait, elles ne veulent rien dire. On peut s'en offusquer tout comme l'ignorer. Alors comment réagir face à une insulte publique ou un harcèlement verbal? Généralement, je vais juste être un petit peu comme ah ouais, ok, cool mec, ou je vais tout simplement rigoler en fait. Quand vous faites ça, les gens sont désarmés lorsqu'ils ont reçu ça en fait avec rire ou avec gentillesse dans ces situations-là. Ils s'attendent à ce que les gens justement s'énervent, ils veulent de la confrontation. Alors quand vous l'absorbez en quelque sorte et que
vous répondez avec gentillesse, avec bienveillance ou avec rire, eh ben, je pense justement que ça passe beaucoup mieux en fait. Beaucoup de gens se calment, que ce soit des insultes publiques, harcèlement verbal, vous pouvez toujours l'ignorer et le prendre avec bienveillance. Sujet suivant. Comment aborder un ami aux prises avec des problèmes de dépendance? S'il ne s'améliore pas, est-ce que tu finirais par prendre tes distances? Alors personnellement, j'avais un copain qui était un roi, qui allait au gymnase tous les jours, qui mangeait sainement, qui était ambitieux et qui tuait le game généralement. Je l'ai retrouvé il y a 2 ans, il était tout flétri, il buvait tous les jours, il se réveillait que tard dans la journée, il s'entraînait à peine et il voulait aucune aide. Personnellement, j'ai abandonné l'amitié parce que j'ai offert vraiment tout ce que je pouvais. N'importe lequel de vos mots serait très apprécié. Oui, c'est toujours difficile de voir un ami régresser dans la vie et de ne pas réussir aussi bien ou abandonner son mode de vie sain et tout ça, surtout si c'est lié à des problèmes de dépendance. Prenez en compte que vous pouvez aider les gens et que vous pouvez être une source d'inspiration pour ces gens à travers la façon dont vous vivez et que vous pouvez être là, mais vous pouvez pas contrôler ce que font les gens. Encore une fois, c'est un peu lié au stoïcisme. Si quelqu'un gâche sa vie à cause de sa dépendance à l'alcool ou toute autre dépendance, vous pouvez pas laisser cela vous déprimer aussi. S'ils sont proches de vous, bien sûr, cela va vous affecter. Mais en fin de compte, les gens vont prendre leurs propres décisions et faire le meilleur ou faire les choix qu'ils veulent. Et parfois même, stopper l'amitié ou vous éloigner va créer un déclic chez lui, ce qui va le faire changer. Et peut-être que vous retrouverez des photos de lui sur Insta ou autre 5 ans plus tard, en forme, avec une femme et des enfants et très heureux dans son travail. Et vous pouvez donner votre avis, offrir votre aide et être là pour eux, mais vous pouvez pas les obliger à faire des choses. Vous pouvez seulement leur montrer la meilleure façon de par vos actes en fait, leur dire ce que vous pensez, être la meilleure façon de par vos paroles. Essayez en fait d'équilibrer ça comme 80% d'actes et 20% de blabla. Si la personne vous aime profondément et que vous équilibrez ce 80% de choses à lui montrer et 20% de un petit peu de morale et de lui dire un petit peu de faire les choses, ça marchera à 100%. Et surtout, n'oubliez pas que nous ne sommes pas des dieux. Nous avons tous des moments de faiblesse dans la vie et c'est ok. Faites juste le meilleur que vous pouvez dans l'amour. Vérifiez-les bien sûr et donnez votre avis, mais certaines personnes suivront toujours cette voie et il est impossible de les contrôler. Alors ne vous laissez pas trop affecter, vous savez, vous devez affronter vos propres démons. Mon alimentation a eu un effet positif sur mes parents parce que j'ai vécu avec eux à l'époque, donc je cuisinais toujours sainement, donc ils prenaient un petit peu de force. Alors inspirez-vous toujours par l'action en fait, autant que vous le pouvez. Ne jugez pas les gens parce que je suis sûr qu'il y a des dépendances ou des choses négatives que vous faites aussi dans votre vie. Je sais que je le fais parfois. Donc vous ne devriez pas les dominer en fait. Vous savez, ils savent sûrement que ce qu'ils font n'est probablement pas ce qu'il y a de mieux pour eux, mais peut-être qu'ils sont coincés dans un schéma ou une boucle. Évidemment, contactez vos amis proches. Vous devriez toujours le faire si vous pensez que quelqu'un boit ou se drogue un peu trop le week-end et que vous voyez que cela affecte sa vie. Si c'est vraiment des amis proches, je m'assoirais certainement avec eux et je leur dirais: «Eh mec, regarde, je pense que ce que tu fais, c'est un petit peu trop, je m'inquiète pour toi. Tout cela vient d'un lien d'amour. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais parler?» Je voudrais juste te faire savoir, en fait, qu'en tant qu'ami, que peut-être tu ne prends pas soin de toi, de ta santé autant que tu le devrais. Je pense pas que ce soit durable pour toi à long terme, je pense pas que c'est bon pour toi et pour nous. Et prolonger cette branche d'aide et dites juste consciemment et avec amour: «Eh mec, je m'inquiète pour toi, je prends soin de toi, que se passe-t-il?» J'espère vraiment qu'ils s'ouvriront et que vous pourrez en quelque sorte y travailler ensemble, mais certaines personnes rejetteront ça et diront: «Non mec, je vais bien, genre pourquoi tu t'inquiètes pour moi?» Si jamais ils réagissent de cette façon à ce stade, vous pouvez prendre des distances, vous pouvez prendre un peu de recul et d'accord, vous pouvez vous dire tout simplement: «OK, bon, c'est OK, j'ai essayé, je l'ai posé sur la table, j'ai fait connaître mes paroles. Alors ne nous laissons pas abattre par ce fardeau que quelqu'un d'autre doit porter parce que j'ai essayé et qu'il est mon ami, mais je vais pas le laisser gouverner ma vie non plus. C'est ça le plus important. Encore une fois, ne laissez pas votre vie dans les mains d'un ami qui détruit la sienne. Alors, je vais laisser les questions Insta pour le moment. De toute façon, n'hésitez pas à m'envoyer toujours. J'aime vous répondre et de voir que vous allez de mieux en mieux chaque jour avec mon travail. Et peut-être, qui sait, elle passera dans un futur podcast pour la partager à tous. Je vais aborder un sujet un peu plus spirituel, si je peux dire ça. Je voulais parler un petit peu de ce qui est de comment aiguiser, booster ou dégager l'intuition, communément appelé chez certains le troisième œil. C'est un sujet intéressant que je n'ai abordé que récemment, que j'ai approfondi un peu plus. Ainsi, le troisième œil fait référence au chakra du troisième œil, qui est le concept du centre d'énergie situé au-dessus de votre œil, entre vos yeux en fait, sur votre front, et il est en quelque sorte situé là-bas, peut-être un peu à l'intérieur de votre tête. Votre corps a plusieurs chakras, des sortes de centres d'énergie qui sont liés à certaines choses dans votre corps, situés en quelque sorte le long de la colonne vertébrale, en commençant par le bas, et l'idée du chakra du troisième œil est liée à l'intuition. Vous commencez à expérimenter des choses comme la synchronicité. La synchronicité, en fait, est lorsque vous réfléchissez à un concept et que vous voyez ensuite ce concept apparaître juste à côté de vous.
Du genre, tu penses à quelqu'un et puis boum, il t'envoie un message ou il t'appelle. Comme s'il y avait ces petits moments dans l'univers où les choses semblent correspondre parfaitement et se produisent plus souvent. Je pense que lorsque vous progressez sur le bon chemin de la vie, ça marche de plus en plus. C'est ce que j'ai lu, c'est ce que ces choses arrivent presque ou qu'elles peuvent vous apparaître comme des signes que vous allez bien en fait. Ainsi, le chakra du troisième œil peut être ouvert ou fermé. Évidemment, c'est un peu tout cela, vous savez, c'est un concept qui est partout dans la médecine orientale, mais la médecine occidentale et le monde occidental n'ont pas vraiment autant de connaissances là-dessus. Personnellement, je crois à 100% que c'est une chose réelle, juste à cause de ce que j'ai ressenti. Ainsi, le chakra du troisième œil peut être ouvert grâce à des choses comme élever votre niveau de conscience et votre conscience. Vous avez donc vos émotions de niveau inférieur, votre niveau de vibration inférieur en quelque sorte. Les émotions inférieures sont des sentiments de haine, de colère, de honte, de culpabilité, de peur, de désir, d'envie, d'anxiété ou même de regret. Donc ce sont toutes des vibrations inférieures d'émotions ou état d'esprit, dirons-nous. Et au fur et à mesure que vous lisez de la philosophie, que vous approfondissez davantage votre conscience et toutes ces choses, lorsque vous commencez à apprécier les choses, vous passez aux vibrations de haut niveau, y compris l'affirmation, la confiance, l'optimisme, la volonté, l'acceptation, le pardon aussi, la raison, la compréhension, l'amour, l'amour inconditionnel même, la sérénité, la joie, le bonheur, la paix, et tout en haut se trouve l'illumination, l'émotion, l'ineffable un petit peu si je peux dire ça comme ça. Vous en êtes donc à ce stade, c'est l'objectif suprême, et on pourrait dire que ces personnes comme Bouddha par exemple, ces autres personnages spirituels, se situent au niveau élevé de ce thème. Lorsque vous appréciez la vie et que vous commencez à ne plus vous inquiéter des choses, que vous appréciez simplement davantage votre vie, vous élevez votre niveau de conscience et cela conduit à des choses comme votre chakra du troisième œil étant de plus en plus ouvert lorsque vous faites de l'exercice, lorsque vous recevez du soleil, lorsque vous mangez suffisamment, que vous prenez de l'eau, que vous mangez bien, toutes ces choses en fait aident à débloquer ce centre énergétique d'une certaine manière. Donc j'avais entendu parler des concepts de chakra, mais sans grand intérêt, et un jour alors que j'étais en méditation, j'ai ressenti ceci. J'ai senti que si je concentrais ma tête d'une certaine manière, presque comme si j'avais l'impression de m'ouvrir comme un flux sanguin dans mon cerveau quelque part consciemment, j'ai ressenti cette extase, cette énergie juste positive couler et éclater à travers moi, concentrée autour du niveau de ma tête, entre mes yeux et mon front, et je peux en quelque sorte je peux le faire comme un petit peu sur commande en fait presque, maintenant que j'y suis allé profondément et que je comprends un petit peu ce sentiment. Je pensais que comme je l'ai dit, je déclenchais peut-être un flux sanguin ou quelque chose comme ça et cela provoquait un afflux de sang et ça me faisait vraiment du bien et je l'ai fait sans savoir que c'était les chakras pendant un moment. J'ai ressenti cela et j'ai compris plus tard que quelqu'un m'avait dit que ce sentiment était tout simplement l'ouverture de mon chakra du troisième œil, ou plutôt de mon intuition et de mon bonheur pour les moins spirituels qui nous écoutent. Et puis j'ai étudié la question et c'est une chose que vous pouvez apprendre à faire, n'importe qui peut apprendre à faire ça. Il semble que ce soit cette chose spirituelle étrange que tous les humains peuvent faire, qui se plongent dans le monde de la méditation et lisent en quelque sorte comment activer ces choses et vivre leur vie. Cela vous rend plus amoureux et élève votre vibration dans votre vie. C'est une chose étrange, j'aurais pas cru. Je suis sûr que certains d'entre vous m'écoutent et disent ça sonne bizarre, qui est ce gourou étrange?» Mais j'ai vraiment ressenti ça de manière indépendante. Et puis un jour, on m'a dit c'est l'ouverture du chakra du troisième œil. Et c'est à ça que ça ressemble. Et je me suis dit quoi? Qu'est-ce que c'est? Et donc, je me suis dit que c'est réel, comment je l'ai ressenti. Et j'ai vraiment essayé de m'y intéresser. Que vous puissiez ou non prouver avec un test ou pas que ces chakras existent ou non, je pense que de toute façon, ils sont là. Je pense que la quantité de lectures et de livres que les gens ont écrits à ce sujet et que j'ai ressenti, ça doit signifier qu'il y a forcément quelque chose à creuser dans ce sujet tout. Alors lisez cela si ça vous intéresse. Vivre une vie meilleure en général, s'améliorer, prendre le soleil, la nature, la méditation, les techniques de respiration, tout cela contribue à votre chakra du troisième œil, votre intuition étant en quelque sorte stimulée de cette façon. Depuis que j'ai fait ça, j'ai remarqué dans les conversations que quelqu'un était sur le point de dire quelque chose en réponse à ce que j'avais dit, et cela me venait exactement mot pour mot de ce qu'il était sur le point de dire. Juste, boum, oh tu vas dire ça, et ensuite ils le disent, et je me dis quoi? Et je sais qu'une partie de cela est liée au contexte, vous savez que vous connaissez les gens, par exemple tu vas discuter avec un ami et tu vas savoir ce qu'il va te répondre logiquement, donc vous savez quelles seront leurs réponses, mais mot pour mot, c'est rare, et cela se produit davantage depuis que j'ai en quelque sorte amélioré mon intuition comme ça. Donc vous savez, vous n'êtes pas obligé de approfondir ce sujet, c'est très spirituel, personnel et théorique. Ça peut être un peu tiré par les cheveux d'une certaine manière, mais c'est réel. Je pense que les plus religieux et les plus spirituels verront et comprendront vraiment ce que je veux dire. Mais si vous êtes vraiment pas dans ce domaine, vous tracassez pas. Faites simplement un petit peu de méditation, d'exercice de respiration et de concentration, et je pense que vous irez largement mieux avec ça. Alors,
J'ai pensé aussi à aider des mecs qui seraient peut-être à l'université, qui cherchent à augmenter leur consommation de nourriture, peut-être à cuisiner une partie de leur propre nourriture, peut-être qu'ils viennent juste de quitter la maison, donc c'est un petit peu serré niveau budget, la bonne vieille situation financière qu'on connaît tous. Il s'agit essentiellement de trouver la valeur nutritionnelle la plus élevée pour le moins d'argent possible. Et oui, cela signifie des repas ennuyeux, oui, cela signifie manger plus pour des raisons nutritionnelles. Le contenu et le goût seront pas incroyables, mais vous pouvez toujours faire de la bonne nourriture à bas prix, qui est savoureuse. Cela ne sera pas élégant et ce ne sera pas une cuisine étoilée, mais cela sera savoureux et c'est possible avant tout en termes de l'argent. Quand vous recherchez à acheter de la nourriture pour la première fois, il y a tellement de choses que vous pouvez pas acheter comme l'alcool. Vous pouvez dépenser genre 50 € pour l'alcool le week-end, c'est assez de nourriture pour une semaine, vous savez. Regardez les choses pour lesquelles vous dépensez de l'argent que vous n'auriez pas dû autrement la dépenser que de la nourriture que vous devez manger. La nourriture est l'une des meilleures choses pour laquelle la dépenser. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le meilleur de tout, ce qui est biologique et fermier par exemple, même si évidemment je vous le recommande si vous avez les moyens. Une fois que vous avez l'argent, c'est bon, mais au début, peut-être que vous avez d'abord quitté la maison en payant votre propre épicerie. Étant étudiant, je mangeais beaucoup d'œufs, de riz blanc, de l'amande, des fruits achetés en gros sacs et achetés au prix le plus bas, en vous assurant d'obtenir le prix unitaire le moins cher. Vous savez, vous voulez regarder le poids d'un paquet de riz et combien d'euros il représente par 100 grammes par rapport au prix du billet. Par exemple, vous savez, il y a des fois des petites bouteilles d'eau et vous vous rendez compte qu'en fait, acheter des packs de petites bouteilles d'eau peuvent revenir peut-être à moins cher que d'acheter justement des grandes bouteilles en fonction de la quantité que vous obtenez. Parfois, les supermarchés font cela avec leur prix. Donc, en étant conscient de ça, regardez les viandes bon marché, comme le hachis haché, les cuisses de poulet. Si vous pouvez obtenir une grosse tranche de steak plutôt que d'acheter des steaks individuels et de les couper vous-même, c'est ce que je faisais aussi. Tout ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de l'huile d'olive extra vierge aussi. Ça vaut la peine d'en acheter un gros, genre 4-5 litres. C'est comme une source parfaite de bonnes calories supplémentaires à intégrer dans vos aliments bon marché. Les boîtes de thon sont bonnes. Juste du thon, du riz avec de l'eau, ça marche parfaitement pour tenir. Peut-être faire cuire des brocolis à la vapeur à côté, les jeter dedans, ajouter quelques œufs, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. C'est assez savoureux et assez nutritif pour prendre du poids. De plus, si vous êtes dans un dortoir ou quelque chose comme ça, vous pouvez simplement brancher un grill sur un mur, acheter quelques cuisses de poulet et les conserver au réfrigérateur à tout moment, acheter en gros, vérifier le prix unitaire, l'avoine est aussi un nom de beau produit. En fait, il existe plein de petits moyens pour vous de manger beaucoup de calories et d'avoir quand même une bonne nutrition à moindre coût, à condition que vous soyez intelligent à ce sujet bien sûr. Les poudres de whey aussi et de protéines, de lactosérum, l'isoleil de protéines de lactosérum constituent aussi une bonne quantité de protéines par portion. Je recommande toujours de la vraie nourriture bien sûr si vous pouvez. Et je n'ai pas vraiment beaucoup de protéines en poudre ces jours-ci, mais en avoir un grand sac que vous pouvez ajouter à de l'eau et prendre un shaker est un bon moyen d'augmenter vos calories à moindre coût. De plus, procurez-vous des aliments spéciaux et assurez-vous de pouvoir vous rendre au supermarché à un moment précis de la journée. Parfois, tôt le matin, ils auront les produits à bas prix, justement, en tout cas réduits, parce que ça expire ce jour-là. Donc ainsi, vous pouvez acheter de la viande moins chère, comme genre 40% de réduction. Je l'ai beaucoup fait. Ce sera pas aussi frais, mais tant que vous le faites cuire ce jour-là et que vous le conservez ensuite au réfrigérateur, c'est toujours bon pour 2 ou 3 jours après. Une fois cuit, donc en regardant tout ce qui est en promotion, dans ce cas, vous pouvez faire des bonnes affaires, obtenir un bon steak à moindre coût, acheter un cuiseur à riz. Vous pouvez simplement mettre du riz, une boîte de thon, mélanger cela avec de l'huile d'olive, et puis boum, c'est dans 3 contenants Tupperware pour la journée. Vous pouvez le faire dans un bol, dans votre dortoir ou partout. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'équipement en fait. C'est le genre de nourriture que je mangeais et que je mange d'ailleurs des fois. Ça m'arrive parfois de me faire juste du riz avec 2 boîtes de thon, un petit peu d'huile d'olive et un œuf en mettant tout ça dans la casserole. Je mange ça directement dans la casserole avec un petit épisode de Cowboy Bebop. En rajoutant quelques tomates coupées en morceaux dedans, un petit peu de vinaigre balsamique, c'est toujours sympa. Il existe vraiment des moyens pour y parvenir, de vous faire des plats simples et savoureux pour pas très cher. Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Je comprends clairement la situation de beaucoup d'étudiants, mais je sais aussi que vous abusez les gars, donc franchement, faites pas les cons avec votre argent. Enfin voilà, nous arrivons à terme du podcast. Cela fera l'affaire pour l'épisode 14 du podcast. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à Insta et je suis également sur toutes les plateformes comme Spotify, Deezer, etc. Donc bonne fin de journée et merci à vous.